Bonjour à tous et bonjour à toutes pour cette 7e édition des rencontres AFB. Nous allons aujourd'hui parler de l'équilibre genré dans les métiers bancaires, les pratiques, les perspectives, avec donc nos invités. Alors peut-être avant de passer la parole à nos invités et de les présenter, peut-être dire quand même pourquoi ce thème aujourd'hui dans le secteur bancaire. La branche bancaire est la première à avoir signé en France un accord égalité professionnelle. C'était en 2006. Ça a été actualisé par les partenaires sociaux en 2017 et il y a un certain nombre de pratiques qui ont été mises en œuvre. On est là pour en parler, peut-être voir aussi ce qui resterait à faire. Sur l'index égalité, plus de 9 salariés sur 10 travaillent dans une banque qui atteint un score au-delà des 75 points sur 100 qui permettent au fond de se dire que les banques sont pas parmi les secteurs les plus en peine sur le sujet, même si on va le voir, il y a certainement un certain nombre de choses à faire. Pour en parler, je me tourne vers Stéphanie Baranger. Vous êtes Société Générale, vous êtes responsable relations sociales au groupe et référente droit d'alerte, harcèlement, sexisme et discrimination. C'est bien ça. Exactement. Bienvenue. Marion Bielecki, vous êtes donc vous à BNP Paribas Haïti. Absolument. Vous êtes experte en diversité, équité et inclusion. Vous êtes également référente avec des fonctions transversales dont vous nous parlerez certainement tout à l'heure. Mireille Ribéry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédérale FO Banque et Sociétés Financières. Bienvenue. Merci. Fabrice Sandré, CFTC, bonjour. Vous êtes actuaire associé, chargé des missions, direction des risques, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Voilà, bienvenue. Et Tanguy Bizien, responsable des études de l'Association française des managers de la diversité. Tout à fait. Et vous travaillez sur les pratiques en termes de lutte contre les discriminations au travail. Oui. Et on verra tout à l'heure, puisque vous êtes aussi le co-auteur du baromètre, qui en est à sa 3e édition, on y reviendra, baromètre sur les stéréotypes genrés, oui. Auprès des étudiants, enfin, dans le monde de l'université, oui, des grandes écoles. Des grandes écoles, ouais. Merci à tous et à toutes d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cela. Stéphanie Baranger, je vais commencer par vous. Le secteur bancaire, donc, on le disait, a été l'un des premiers, c'est le premier même secteur à se doter d'un accord de branche égalité professionnelle. Selon vous, pourquoi ce secteur bancaire s'est préoccupé peut-être avant les autres, de ces enjeux? Pour moi, la réponse est plurielle. Je pense que l'une des premières réponses qu'on peut donner effectivement à cette question, c'est le fait que la banque a pour mission de financer l'économie, toutes les économies. Et il me semble compliqué, quand on en a cette mission assez forte, de ne pas parler à tous ses clients. Et ces clients, effectivement, ce sont effectivement des hommes, mais aussi des femmes. L'autre point, je pense aussi, quand on parle effectivement de la banque, c'est qu'il faut avoir en tête qu'on a une multiplicité, une très grande diversité de métiers. Par exemple, je travaille à la Société Générale, nous avons de la banque de détail, nous avons de la banque de financement et d'investissement, des services de direction, des services financiers qui peuvent aller de l'immobilier à la mobilité, ce qui fait que, oui, il y a des métiers plus masculins que d'autres, si on parle de manière genrée, et puis des métiers plus féminins. Et quand on regarde, par exemple, la typologie des recrutements au sein du groupe Société Générale, on voit que oui, on recrute effectivement plus de femmes et que oui, le secteur bancaire est un secteur féminisé. Par contre, quand on regarde les parcours de carrière, quand on regarde effectivement les postes de direction, on voit que là, il y a des sujets et on se doit, nous, secteur bancaire, et puis aussi Société Générale, on travaille sur le sujet. L'autre point, aussi sur lequel des questions et des efforts sont faits, c'est sur l'aspect effectivement rémunération, car on peut remarquer aussi des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, qui peuvent s'expliquer peut-être par les postes qu'ont ces différentes catégories, mais aussi par l'accès à des postes de leadership ou non. Donc c'est la raison pour laquelle la Société Générale, clairement dans ses ambitions, dans ses axes stratégiques de diversité, d'équité, inclusion, travaille à la fois sur ces notions effectivement de parcours de carrière, mais aussi sur ces notions effectivement d'égalité salariale. Alors on y reviendra sur les pratiques, sur ce qui est mis en œuvre et peut-être sur ce qu'il faudrait renforcer, pourquoi pas. Voilà. Mireille Ribéry, FO, c'est à préempter ce sujet
comme les autres organisations syndicales, bien sûr, mais il faut à partir du moment où préempter le sujet. Vous nous en parlez souvent. Quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur la situation donc de l'équilibre genré dans nos métiers ? Alors, au-delà de l'équilibre genré, dans la banque et depuis longtemps, on a un vrai problème d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. C'est pour ça qu'on avait effectivement travaillé sur des accords, que ce soit des accords en entreprise ou en branche, mais qui, à mon sens, ne sont pas assez puissants pour non pas trouver un équilibre, mais bien réduire et non pas réduire, pardon, mais plutôt éteindre tous les écarts salariaux qui existent. Et là, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que les organisations syndicales doivent continuer à pousser sur ces accords-là et à les faire évoluer. Et j'espère que les entreprises vont l'entendre et accompagner aussi les salariés sur ce sujet-là. Je pense que le sujet du salaire est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui. Alors, on reviendra, puisqu'il y a des pratiques, les banques aussi présentes sur le plateau vont pouvoir aussi parler notamment des plans d'accompagnement pour rectifier parfois certains écarts. Marion Bielecki, alors pour les IT, parce que il y a des métiers dans les banques où il y a une prédominance de femmes, et puis il y a des métiers où c'est l'inverse, il y a une prédominance. Alors comment vous voyez cela, alors du côté IT justement ? Absolument. Donc moi, je suis en charge du programme Women in IT chez BNP Paribas, un programme transverse qui a été lancé en 2019. Le sujet, en fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons à peine un tiers de femmes dans les métiers IT à l'international dans le groupe. Et on fait face, en fait, à une problématique qui est que ces métiers IT, d'une part, comme vous le disiez tout à l'heure, répondent à une demande et un besoin de proposer des services à une clientèle qui, elle, est diversifiée, mais aussi une problématique simplement de vivier de recrutement, parce qu'aujourd'hui, dans les métiers de la technologie, on va manquer de ressources et que on a vraiment besoin d'attirer plus de monde dans ces métiers et donc notamment les femmes qui sont moins représentées dans les études informatique et scientifique. Et donc là, on a vraiment, pour donner un chiffre, à horizon 2030, on manquera de 1 600 000 personnes dans les métiers de la tech. Donc, pour pouvoir attirer pas seulement, c'est ça, d'une façon générale. Donc, on a vraiment besoin d'attirer aussi les femmes dans ces métiers et nous, d'autant plus dans notre entreprise. On reviendra là-dessus, puisque je pense que Tanguy Bizien pourra nous donner quelques pistes de réflexion et quelques constats aussi qui ont été faits. On va y venir et vous nous parlerez aussi des ambassadrices, puisque vous avez mis en place un certain nombre. Absolument. D'ailleurs, pour la Société Générale aussi, il y a évidemment un certain nombre de dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc là aussi, on reviendra sur ce point. Fabrice Sandré. Oui. Donc, CFTC. On vient de voir qu'il pouvait y avoir des comportements, des biais de comportement au fond. Quelle est votre approche à vous sur comment on va pouvoir régler ce type de biais de comportement une fois qu'on a fait le constat que dans certains métiers, il y a plus d'hommes que de femmes et dans d'autres, c'est l'inverse? Alors en fait, dans le domaine bancaire, la partie RH en fait a signé des partenariats avec des écoles et des universités, et en fait essaye au travers des rencontres de pouvoir finalement corriger ce biais et proposer tout type d'activité, aussi bien aux étudiants féminins que masculins, dans un premier temps. Et ensuite, c'est avant tout une problématique de perception des étudiants du domaine bancaire.
Et en cela, les banques, en tout cas, sur cette partie-là, communiquent beaucoup sur la diversité des métiers, sur la diversité des carrières et la possibilité de mobilité, de telle sorte à ce que on puisse attirer autant d'hommes que de femmes. Alors, avant de passer la parole à Tanguy Bizien, du coup, je reviens vers Stéphanie Baranger. Vous avez deux axes, à la fois organisationnel et culturel, c'est bien ça ? Tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. Donc, je vais peut-être rebondir d'abord sur l'aspect effectivement culturel, parce que ce qui rejoindrait effectivement votre propos, pour pouvoir effectivement faire changer les lignes et viser plus d'égalité hommes-femmes. Clairement, il faut que l'ensemble effectivement, voilà, des collaborateurs, des lignes managériales soient convaincus effectivement du bien, voilà, fondé de cette égalité, de cette équité, mais aussi qu'on puisse se donner les moyens quotidiennement dans nos actions d'agir, de se comporter, d'interagir pour que justement cet équilibre se fasse et que toutes les personnes se sentent à l'aise pour développer l'ensemble de leur potentiel. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue, j'ai envie de vous dire, culturel, on a développé un certain nombre de formations, d'accompagnement. On développe aussi effectivement la fresque de la diversité. On est attentif sur les sujets effectivement du genre en termes de formation, mais le genre c'est quoi ? C'est aussi la lutte contre la LGBT-phobie. On va y venir. C'est aussi effectivement le sexisme ordinaire. C'est aussi la microviolence et c'est aussi tous ces biais cognitifs, conscients ou inconscients, qui fait qu'on aura peut-être du mal à se dire qu'un homme qui postule à un poste, comment dirais-je, de RH, il manquera peut-être d'empathie et d'écoute, et puis qu'on aura peut-être du mal à se dire qu'une femme qui postule à un poste, voilà, de négociatrice, n'aura pas ce leadership et ce charisme, parce que les compétences étant dans notre esprit genré, on pourrait avoir du mal à les projeter. Donc ça, c'est vraiment le premier axe sur lequel on travaille. Et vu que ce sujet est clairement un sujet systémique, le deuxième, c'est que il faut que la direction insuffle effectivement ce changement. Ce qui fait que oui, la diversité, l'équité et l'inclusion est une priorité stratégique du groupe Société Générale. Et notre directeur général délégué l'incarne, c'est le sponsor. On a un comité diversité et inclusion qui a 5 axes stratégiques, et ces 5 axes stratégiques dont le genre et les personnes LGBT+ en font partie, ces priorités sont définies, sont déclinées au sein de chaque entité du groupe Société Générale. On a une équipe cœur, diversité, équité, inclusion, et ils ont des relais dans chaque entité. Ce qui fait que chaque entité se doit de se doter d'objectifs, comment dirais-je, évidemment ambitieux, évidemment volontariste, mais aussi pertinent par rapport à leur réalité. Effectivement, dans les métiers type trading, IT, on va effectivement pousser peut-être plus les populations type féminines, et puis dans des populations type RH ou communication, on sera plus attentif à pousser par exemple les populations masculines. Et puis aussi, on s'appuie sur des réseaux de collaborateurs pour que vraiment le sujet soit un sujet collectif. On a 47 réseaux du groupe Société Générale, 20 spécifiquement sur le sujet de la mixité, une dizaine sur le côté effectivement LGBT. Idem, ces ERG sont sponsorisés par des dirigeants du groupe pour qu'au sein effectivement de l'ensemble du groupe, les collaborateurs, les managers se sentent équipés pour combattre effectivement cette... Mireille Hébéry, vous vouliez prendre la parole ? Oui. Simplement, il y a un sujet sur lequel il faut vraiment que l'on puisse aller et très rapidement dans les entreprises. C'est, au-delà de la parentalité, c'est la maternité. Oui, les femmes font des enfants, c'est comme ça. Voilà. Et donc il faut arriver à gommer complètement cet aspect-là dans les prises, dans les biais que l'on peut avoir pour des postes et laisser les femmes avoir une carrière au-delà de cet aspect maternité. On sait qu'une femme, qu'elle ait des enfants ou qu'elle n'en ait pas, ou qu'elle n'en veuille pas, que ça ne soit pas dans son projet, sera freinée par ces biais-là justement par rapport à cette potentialité de maternité.
pour pouvoir effectivement attirer les femmes dans les métiers IT, que ce soit en interne ou en externe, le sujet effectivement de l'équilibre de vie professionnelle et personnelle est un sujet important. Et je pense que dans les jeunes générations, ça l'est d'autant plus et on doit les rassurer sur ces sujets-là. Donc on a bien conscience, en tout cas chez nous, de ce thème. C'est vrai que ce qu'on remarque, c'est au niveau de la parentalité, la maternité, il y a clairement un décrochage. Et voilà. Et au niveau du groupe Société Générale, vraiment l'idée c'est d'accompagner effectivement ces périodes de vie, à la fois effectivement quand les personnes partent en congé maternité, pour que le lien ne soit pas coupé. Donc il y a un programme qui s'appelle effectivement Keep in Touch, justement pour que les femmes soient accompagnées durant leur congé maternité et aussi au retour de congé maternité. Et comme vous le dites très justement, il y a le sujet de la rémunération qu'on ne doit pas passer outre, parce que effectivement c'est parcours de carrière ces interruptions de carrière ont un impact au niveau salarial. C'est la raison pour laquelle dans les accords du groupe Société Générale, toutes les personnes qui partent en congé ont une revalorisation salariale quand elles reviennent. Ce congé n'impacte pas le bonus, donc il n'y a pas de proratisation. Donc vous n'êtes pas entre guillemets impacté financièrement par le fait effectivement de partir en congé maternité. Et aussi on a signé des accords en 2023 avec la Fédération syndicale internationale pour justement accorder des minima, sociaux pour les collaborateurs qui partiraient en congé maternité, congé paternité et congé d'adoption. Et fait, entre guillemets, important, et en tout cas qui est une fierté au sein du groupe Société Générale, c'est qu'on a mis aussi en place le congé pour arrivée de l'enfant, ce qui fait que pour les foyers qui ne rentreraient pas dans les typologies classiques maternité, paternité ou adoption, il y a effectivement cette possibilité d'un congé rémunéré. Et en termes d'attractivité de nos métiers, que ce soit des métiers d'apprégnance féminine ou masculine d'ailleurs, c'est des choses qu'il faut faire savoir en réalité. Je précise que la convention collective de la banque est une convention qui a déjà un certain nombre de dispositifs qui vont plus loin que la plupart des conventions de branche et on voit bien donc que les groupes bancaires pour certains sont bien plus avancés encore et il y a peut-être un aspect là d'exemplarité si on peut dire pour que ça soit développé plus largement. Alors cette fois-ci, c'est bon. Tanguy Lizien, on y va. Okay. Donc vous avez travaillé et encore récemment, puisque c'est la 3e édition du baromètre qui porte sur les stéréotypes avec les biais. Vous cherchez les biais au fond genrés auprès des étudiants et des étudiantes. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est un baromètre qui porte sur les stéréotypes de genre chez les étudiantes et les étudiants des grandes écoles. Et c'est la 3e édition, c'est un baromètre qui sort tous les 2 ans. Donc depuis 2019, on le fait. Et donc le prochain sortira l'année prochaine. Et donc on a 35 questions, on fait tourner le questionnaire avec la CGE, etc. Et donc Conférence des grandes écoles, pardon, qui est le partenaire aussi sur le projet. Et donc ce qui ressort, pardonnez-moi, pour que les personnes qui nous suivent sachent bien, donc et en partenariat avec l'ESC Clermont-Ferrand, Business School Clermont-Ferrand et l'association des managers de la diversité. Mais donc moi je travaille à l'association française des managers de la diversité, donc on travaille sur des questions d'inclusion, de diversité, etc. Et le baromètre il est là pour éclairer effectivement un tout petit peu les stéréotypes de genre chez les étudiants. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce sont des gens qui vont travailler bientôt. Et donc en fait, on voit bien aussi que les étudiantes et les étudiants vont intérioriser les stéréotypes et donc s'empêcher de choisir ci ou ça, etc. Donc ça, c'est quand même important en termes de carrière et en termes de choix professionnel. Donc ce qui ressort quand même du baromètre, c'est qu'il y a une stabilité des stéréotypes. Ce qui est logique puisqu'en fait, les stéréotypes résistent au changement. C'est ça le propre du stéréotype et qui est extrêmement problématique. Donc ce qu'on dit aussi... Ça sert à rien, toutes les sensibilisations que nous faisons. Si, ça sert, mais en fait, certains stéréotypes sont très ancrés, c'est ça que ça veut dire. Et par ailleurs, nous avons tous et toutes des stéréotypes, il y a pas de problème. Moi, j'en ai, vous en avez, il faut avoir des stéréotypes parce qu'en fait, c'est des repères. Le problème des stéréotypes, c'est quand, en fait, ils sont systématiques. Donc, ça veut dire, en fait, quand ils vont résister au réel. Parce que les stéréotypes, c'est une croyance.
C'est pas la réalité. Et donc, à partir du moment où, en fait, vous allez substituer au réel quelque chose que vous croyez intérieurement et que vous allez continuer, et ben, en réalité, vous pouvez approcher alors des préjugés et des discriminations. C'est ça aussi la ligne logique, si vous voulez, c'est que les stéréotypes soient articulés à des préjugés et à des discriminations. Et donc, typiquement, les blagues sexistes, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, quelque chose qui est une forme de résistance masculine aux femmes. Et donc, ces blagues sexistes sont pas des blagues, en réalité. Ce sont des relations de pouvoir. Aux femmes ou à certains genres aussi. Oui, bien sûr, à certains genres, bien sûr, mais donc c'est une sorte, si vous voulez, de relation de pouvoir, et donc c'est remettre les gens à leur place. Et c'est ça qui est quand même extrêmement problématique, parce que là, c'est ce qui s'appelle de la violence symbolique. Bourdieu va appeler ça de la violence symbolique, ça l'est. Et donc, dans le sexisme ordinaire, dont vous parliez tout à l'heure, à juste titre, vous avez cette violence symbolique et cette espèce d'ambiance comme ça, qui fait que des femmes vont intérioriser le fait qu'elles doivent rester à leur place. Et donc, ce sont des micro-agressions, c'est pas des petites choses, mais c'est extrêmement prégnant. Et donc, dans les collectifs de travail, il faut faire gaffe, faut faire attention à ça. Ce qui ressort quand même là-dessus, c'est effectivement qu'on a les mêmes stéréotypes qui sont toujours les mêmes dans le temps. Donc, si on regarde les étudiants, on a 80% des étudiants qui se considèrent comme égalitaires, considèrent en fait que les femmes et les hommes ont les mêmes compétences. On a fait une liste de 23 compétences et ils disent, les femmes et les hommes c'est pareil. Mais quand on regarde dans les 80% et qu'on descend un peu, on s'aperçoit en réalité qu'il y a une majorité d'entre eux qui n'arrivent pas à quitter les stéréotypes et qui considèrent certaines compétences comme plutôt masculines et plutôt féminines. Donc, ce qui ressort, c'est que chez les femmes, ça va être empathie, écoute, sensibilité, communication. Et chez les hommes, c'est confiance en soi, gestion du stress, autorité, leadership. Ce qui est extrêmement problématique. Extrêmement problématique dans le sens où, en fait, dès l'école, et même je dirais dès le lycée, le collège, etc., parce que c'est des modes de socialisation qui viennent très très tôt et très très vite. Donc nous, on dit qu'il faut, dès la maternelle et dès l'enfance, essayer d'alerter et de sensibiliser sur ces questions-là. Ce que je veux dire par là, c'est que les étudiantes et les étudiants ne découvrent pas les stéréotypes quand ils arrivent à l'école. Ils sont déjà extrêmement ancrés. Donc c'est très dur et long. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de faire de la sensibilisation dans les grandes écoles, dans les universités, en lien aussi avec les organisations. Donc c'est pour ça que les programmes aussi, où les entreprises essayent de travailler... Sandrine tout à l'heure parlait des partenariats. Voilà, c'est ça. On va y revenir, parce qu'on va en développer. Oui, mais ça c'est vraiment bien de faire, parce que ça permet effectivement de faire un lien entre les deux. Et donc quand on regarde effectivement les compétences considérées comme plutôt masculines ou plutôt féminines, on voit que les hommes, les garçons, les jeunes hommes sont en fait dans des imaginaires de direction et dans des imaginaires de pouvoir immédiatement, c'est-à-dire qu'ils sont placés là-dedans. Donc eux, ça leur paraît tout à fait logique d'être dans des postes de responsabilité. Les femmes sont en réalité tournées vers des imaginaires du soin et de l'assistanat. Et donc, elles vont aussi intérioriser ça. Et donc, y compris au travail, vous avez aussi une sorte de retour à la sphère domestique. Donc, il apparaît en fait naturel que les hommes aient la sphère professionnelle, économique, publique, et que les femmes aient la sphère domestique. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et en fait, vous avez un partage par des croyances, par ces modes de socialisation qui s'organisent au départ. Et donc, ça, évidemment, que ça va biaiser des relations sociales, que ça va biaiser des relations de pouvoir, que ça va biaiser des relations, l'évolution de carrière. Parce que c'est ça aussi qui est problématique, c'est qu'une fois que vous avez intégré l'entreprise, ensuite les stéréotypes perdurent. Et donc, en fait, ça va être extrêmement dur pour des femmes, beaucoup plus dur pour elles, de pouvoir évoluer. Il faut pas oublier aussi quelque chose, là je fais référence à une autre publication qu'on avait à l'Association française des managers de la diversité, qui a un bouquin qui s'appelle Égalité croisée, où on essaye de dire que l'égalité professionnelle, c'est pas uniquement les salaires, l'évolution de carrière, c'est que vous avez une charge mentale des femmes que les hommes n'ont pas. On peut dire ce qu'on veut, mais cette charge mentale, elles n'ont pas. Donc je prends un exemple. Si on regarde par exemple le rapport du HCE ou même nous ce qu'on a fait, c'est que les femmes ont des stratégies d'évitement, par exemple. Une femme sur 10 ont des stratégies d'évitement. Elles vont éviter de passer par-ci, par-là, éviter de croiser tel type à tel endroit, ce que les hommes n'ont pas. Ou les femmes aussi, 8 femmes sur 10 sont victimes en réalité de sexisme. Donc vous voyez bien que, en fait, ça vous met dans une posture qui est de défense ou qui est, vous voyez, d'être toujours un tout petit peu aux aguets, ce qui n'est pas exactement la position masculine. Donc ça, c'est quand même des enjeux professionnels, mais qui sont difficiles parce que c'est toujours implicite, si vous voulez. Donc c'est très difficile de les objectiver et de les rendre explicites. Mais la sensibilisation, à minima, permet de parler. Oui, voilà. Alors, vous parlez du HCE, donc le Haut Conseil à l'égalité, et là aussi je développe l'acronyme, parce que, oui, pardon. Et vous dites c'était difficile. L'AFB et certains sur ce plateau font partie du groupe de travail sur l'égalité pro, où on traite justement,
on apporte notre pierre, si je puis dire, paritairement, à la sensibilisation à un certain nombre de biais que vous fléchez, que vous pointez. Et c'est vrai que les films de sensibilisation, je le dis d'ailleurs pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet de l'AFB, télécharger les vidéos paritaires qui ont été réalisées sur les stéréotypes genrés, sur les agissements sexistes et plus récemment sur le harcèlement sexuel. J'y pense parce que vous citez le Haut Conseil à l'égalité et sa vice-présidente est venue dans ce groupe de travail il y a quelques semaines et a signalé l'intérêt qu'elle voyait dans cette démarche et même indiqué qu'elle n'avait pas d'autres exemples dans des fédérations professionnelles sur ce type de support, en tout cas de sensibilisation. Voilà. Cela dit, vous dites c'est difficile. Mireille Ribéry, alors comment on fait pour quelque part, on part avec un handicap finalement dans le monde du travail. J'ai envie de dire l'employeur, l'entreprise, le groupe. On voit bien les banques ont conscience de cette réalité. Elles y apportent un certain nombre de réponses. On voit que ça reste difficile de toute façon, de façon générale, on va dire. Comment on fait pour surmonter cela avec un tel handicap qui vient en amont du monde du travail? Eh bien, on fait avec. Bah oui. Bon. Ben oui, mais c'est vrai. C'est vrai. On a été élevés comme ça depuis toute petite. Les femmes vous parliez tout à l'heure de stratégie d'évitement, d'adaptation. On a une capacité d'adaptation dont vous ne vous figurez même pas. Donc, et ça fait partie des choses effectivement qui ne sont pas mises en avant. Mais c'est une réalité. Moi, je pense que la sororité, on en parle beaucoup en ce moment, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à développer. La sororité. Les hommes fonctionnent par réseau, sont éduqués comme ça aussi à fonctionner par réseau, pas les femmes. Les femmes, non. Mais on doit mettre ça en place, et à tous les niveaux. Il existe des réseaux de femmes, mais on va dire à des niveaux de cadre supérieur. Je pense qu'il faut descendre ce niveau-là pour aider justement les femmes à gagner en confiance, l'estime de soi, parce que ça aussi c'est pas gagné, et y compris dans les grandes écoles, c'est pas gagné du tout, parce que vous parliez des stéréotypes effectivement qui sont là, qui sont extrêmement ancrés, et qui sont même parfois dans ces grandes écoles-là accompagnés. Mais ça n'est que mon avis. Mais il n'y a pas que les grandes écoles aussi. Nous avons aussi des entrées de salariés par l'université ou par l'apprentissage, mais qui arrivent aussi avec leur propre biais, on va dire, d'hommes, de femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très ancré dans la société. Donc, je pense qu'on a un vrai travail à mener là-dessus. Et quand je dis la sororité, effectivement, c'est à tous les niveaux, et c'est là qu'il faut qu'on se soutienne et qu'on se croie aussi. Quand une femme dit qu'elle a un souci, il faut la croire, ce qui n'est pas toujours le cas. Les femmes ont eu l'habitude de se taire. Moi, je voudrais aussi qu'on parle de la santé des femmes. On a une santé spécifique, la santé reproductive. Je sais que c'est moche, c'est pas joli. Il n'empêche que les femmes ont des règles, les femmes ont la ménopause. Et c'est des choses qui, dans l'entreprise, ne sont pas... on n'en parle pas. On n'en parle pas, donc ça n'existe pas. Les femmes de ma génération, qui étaient atteintes d'endométriose ou d'autres choses, n'en parlaient pas. Alors elles étaient parfois absentes. On disait qu'elles avaient toujours un pet en travers, qu'on ne pouvait pas compter sur elles, etc., etc. Enfin, donc, voilà, ça c'est une réalité, mais ça n'existait pas puisqu'on n'en parlait pas. Aujourd'hui, les jeunes générations sont beaucoup plus à l'affût et sont beaucoup plus demandeuses. Et ce changement de génération-là fait qu'elles ont beaucoup d'attentes vis-à-vis des entreprises. Et si on ne les accompagne pas, elles ne resteront pas. Je pense qu'elles... Vous soulevez plusieurs choses. Oui. D'abord, j'ai balayé large. D'abord, vous avez dit, on fait avec. Donc oui. moi, je vais me tourner vers Marion Biel-Équipe pour dire, mais au fond, vous faites avec, et on apporte des réponses. Alors on va voir lesquelles d'ailleurs. On parlait des ambassadrices, mais avant, peut-être, vous soulevez d'autres questions. C'est sur les spécificités physiologiques notamment. Donc là, on a vu les aspects avec Tanguy Bizien, un peu psychologiques aussi, avec les biais de comportement et autres. On en parlait aussi avec Fabrice Sandré, mais donc là peut-être je reviens sur
vous avez soulevé la question de l'expression aussi, la façon de s'exprimer, et je poserai ensuite la question à Stéphanie Baranger sur les questions donc d'expression au sein de l'entreprise sur ces questions-là. Donc, vous parliez des ambassadrices. Oui. Pour surmonter, pour faire plus que faire avec. Alors on fait avec, mais on s'en contente pas. Et on a bien conscience qu'effectivement il faut travailler le terrain dès le plus jeune âge en fait. Donc nous on met des moyens et on donne du temps en fait à nos collaborateurs et nos collaboratrices pour effectivement accompagner les plus jeunes générations, les informer des métiers qui existent, parce qu'il y a aussi quand même une méconnaissance de tous ces métiers. Et donc on fait, c'est vrai, beaucoup de communication grâce à des partenariats. Donc effectivement, on a mis en place un partenariat avec Startup for Kids depuis 2 ans, qui nous permet de proposer un mentoring par des collaborateurs et des collaboratrices pour accompagner des jeunes filles et les faire en fait évoluer par rapport à leur état d'esprit sur des métiers techniques vers lesquels elles sont pas naturellement orientées. On a l'opportunité d'accueillir aujourd'hui des stagiaires collégiens, lycéens, et là du coup on a beaucoup travaillé. On en accueille de plus en plus cette année. On en aura accueilli plus d'une centaine dans les équipes IT, je parle, centrales. Mais du coup, on essaye vraiment de pousser à avoir plus de jeunes filles, justement. Ça, c'est vraiment un objectif que l'on s'est fixé pour justement les sensibiliser d'autant plus. Et parce que pour l'instant, vous avez sur 3 collaborateurs, vous avez qu'une seule collaboratrice. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc on les met en visibilité pour dire que les métiers IT pour les femmes c'est ok, tout autant que pour les hommes d'ailleurs. Sur le programme ambassadrice, nous avons nous participons avec le groupe Mines Télécom à un programme qui a été mis en place. La marraine cette année, c'est Dominique Fleury, qui est un membre du COMEX de l'IT du groupe. Et donc il y a 38 étudiantes de ce groupe d'école qui sont en fait formées à ces sujets de biais, ces sujets de problématiques d'emploi dans les métiers tech, et elles-mêmes ensuite vont aller au-devant de lycéens et de collégiens pour aller porter cette parole, expliquer. Et donc cette année, elles ont rencontré 1300 collégiens et lycéens en fait, plus de 875 jeunes filles. Donc c'est déjà ça. Et elles vont continuer ce travail pour pouvoir vraiment passer cette parole. Et moi, je voulais aussi rebondir sur ce que vous disiez sur cet aspect que les femmes ont besoin d'accompagnement parce qu'effectivement, elles sont pas dans ce mindset de faire plus naturellement du réseau, qu'elles ont besoin aussi d'être parfois un peu poussées parce que naturellement, elles vont pas se mettre en avant, postuler sur des offres auxquelles elles n'auraient pas 100% des compétences, auxquelles les hommes naturellement se mettent moins de barrières. Et donc, dans le cadre des parcours de développement que l'on a au sein du groupe, cela fait partie. Donc on met en place du mentoring, du coaching pour justement mettre en lumière Et ça, c'est depuis quand ? Ça, depuis, en fait, on a un programme qui s'appelle Lucine, qui est mis en place chez Personal Finance, un de nos métiers. C'est des choses qui existent aussi dans nos activités de CIB, donc là, au niveau international. Et donc, elle travaille ce sujet pour se pousser un peu plus et être accompagnée aussi avec des mentors qui peuvent être des managers, des hommes ou des femmes, en fait. Alors, Tanguy Bizien, puis après, on reviendra sur la question de l'expression. Je voudrais réagir à ce qui a été dit juste avant. Il faut comprendre aussi comment s'organise la différence entre les hommes et les femmes, parce que sur les stéréotypes de genre, ce qui est spécifique, c'est que en fait, ça concerne pas une catégorie. Je veux dire, l'amplitude des femmes est trop énorme pour que ça concerne une catégorie. Donc, ça veut dire en réalité que ça s'organise depuis un monde normatif masculin. Donc, ce qu'on appelle la vision androcentrique, c'est-à-dire en fait le point de vue masculin. Et en fait, ce point de vue masculin serait universel, neutre, mais c'est un point de vue. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous énoncez un point de vue, vous avez des relations de pouvoir qui vont s'énoncer. C'est ça qui est difficile pour les femmes, c'est-à-dire en fait qu'elles vont se caler sur des points de vue qui leur sont défavorables. Mais ils sont extrêmement durs à objectiver et à ressortir. Donc, il y a plein d'interactions quotidiennes
en réalité, où on va pas faire attention, mais on est en train de reproduire quelque chose. Et c'est ça qu'on essaye un peu de traquer. Donc, ce qui est intéressant avec les stéréotypes, c'est effectivement de montrer que cette différence s'organise depuis ce monde normatif qui est tapis, qui est complètement implicite, et c'est ça la grande difficulté. Et il y a aussi, effectivement, les stéréotypes, c'est une composante cognitive, hein, qui peut mener aux discriminations, qui là sont des composantes comportementales. C'est pas tout à fait la même chose. Et les composantes comportementales, vous citiez tout à l'heure le cas des règles féminines. Les règles féminines, c'est même pas un stéréotype, là, c'est carrément un truc de discrimination, c'est-à-dire en fait une attaque par rapport aux femmes. Et donc ces blagues-là sont précisément des blagues qui sont en plus très compliquées parce que ça touche au corps de la personne. Donc vous vous sentez, vous voyez bien, complètement attaqué sur quelque chose qui est votre définition. Et donc ça, c'est un enjeu que nous, on essaie de travailler effectivement dans l'Association française des managers de la diversité pour pousser ce sujet effectivement côté santé au travail, hein, ou d'autres, mais trouver des entrées pour pouvoir faire que cette question soit abordée comme une question clé quand même, parce que c'est aussi des freins, des difficultés, effectivement, des femmes qui ont des règles douloureuses typiquement et qui ont 3 jours par mois où c'est très difficile d'aller travailler, c'est un enjeu. C'est un enjeu de santé au travail, c'est pas un enjeu, vous voyez, et ça va croiser, le problème c'est que ça croise effectivement des phénomènes sexistes et des phénomènes de stéréotypes. Et ça, c'est vraiment, cette évolution culturelle, pour le coup, elle est longue. Mais aussi, je pense que ça doit passer par la loi. Donc l'Espagne l'a fait, nous, il faut qu'on arrive à aller vers là. Aussi. Alors ça, c'est avec votre casquette Oui. européenne, là, que vous réagissez. Oui. On va y revenir, mais je voulais quand même aller au bout de la réflexion sur l'expression, parce que d'ailleurs c'est sans transition avec ce que vous venez de dire, hein, c'est-à-dire c'est lié. L'expression au sein de l'entreprise, l'écoute. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis je poserai la même question à Fabrice Sandré ensuite. Et effectivement, pour que les choses changent, il faut que les collaborateurs se sentent respectés dans leur intégrité. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous venez de dire, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. C'est qu'effectivement, par exemple, nous, dans notre groupe, on communique beaucoup sur les avantages sociaux. À savoir, bien, si par exemple dans les bureaux parisiens centraux, vous allaitez, vous avez des salles, effectivement, qui vous permettent effectivement de tirer de votre lait. Il y a plein d'avantages pour de garde d'enfants, devoirs, garde d'animaux, ménage, qui font comprendre, qui envoient des signaux positifs en termes de gestion de charge mentale, à la fois effectivement pour les hommes et les femmes. Par rapport au regard dont vous parliez et de quel point de vue, entre guillemets, on analyse, de quel point de vue on évalue, concrètement, nous, dans nos exercices de rémunération et de promotion, nous faisons des regards croisés et neutres pour bien sécuriser que les décisions qui sont prises sont les moins biaisées. Et en termes de formation, et je rejoins effectivement ma collègue de BNP Paribas, on est très attentif au niveau mondial à apporter des accompagnements de haut niveau à ces femmes qui ont envie, qui aspirent à ces postes de leadership, mais qu'elles puissent, entre guillemets, mettre de côté ces syndromes de la bonne élève et de l'imposteur ou de la schtroumpfette pour clairement oser, oui, il y en a un qui s'appelle comme ça, pour oser justement prendre la place qu'elles méritent au sein de la structure. Et aussi que quand elles sont à ces postes-là, elles ne prennent pas ce syndrome de la reine des abeilles, mais qu'elles deviennent, entre guillemets, des femmes, rôle modèle, et par rapport justement aux notions de mentorat, que des hommes et des femmes puissent montrer la voie aux jeunes sur comment être un leader, femme ou homme, et que ce soit plus vraiment effectivement une question. Et en termes effectivement de cette capacité de parole, on fait des baromètres de manière annuelle, anonyme, pour que les collaborateurs puissent remonter ce qui va ou va pas dans l'entreprise. Donc déjà, au niveau groupe, on a 85% des collaborateurs qui disent que oui, Société Générale est une entreprise inclusive. Parmi les personnes qui se sentent appartenir ou se sentiraient appartenir à une minorité, 82 estiment que le groupe, comment dirais-je, est inclusif et les respecte dans leur intégrité, et c'est qui est quand même, on va dire, des signes forts. Et on a 85% des collaborateurs qui estiment que oui, au sein de Société Générale, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand on veut exprimer une opinion, une contradiction, une préoccupation, on peut le faire. Et c'est la raison pour laquelle la culture du dialogue, c'est quelque chose sur lequel on communique beaucoup. Et quand vous aviez parlé, monsieur, des biais, etc., en termes de droit d'alerte, ben oui, quand on voit que tout d'un coup, on a dépassé, entre guillemets, la ligne et les blagues, ne sont pas tolérables et nuisent à la performance et au bien
bien-être effectivement des collaborateurs. On a une politique tolérance zéro et oui, le droit d'alerte effectivement s'applique. Et ce que je vous dis, ça dépasse évidemment le côté interne Société Générale, parce que quand on voit nos scores, par exemple Equilip, on fait partie du top 100 au niveau mondial, on est à 68%, plus 5 points par rapport à la dernière mesure. Donc oui, on avance de manière positive et c'est reconnu au niveau international. Et cette reconnaissance, il faut qu'elle se fasse aussi auprès des jeunes filles et des jeunes garçons, des étudiants, des étudiantes, pour qu'ils sachent, ce qui est pas su pour l'instant en réalité, puis si j'en crois les résultats du baromètre. Fabrice Sandré, donc on vient d'entendre la question de l'expression au sein de l'entreprise, c'est bien un enjeu effectivement qui peut être tout à fait et qui est partagé en réalité par les organisations syndicales et évidemment les RH du côté employeur, du côté des entreprises et des groupes, etc. La fonction de les organisations syndicales, c'est aussi vis-à-vis des pouvoirs publics d'œuvrer pour développer pour inciter en tout cas une refonte de la politique familiale, hein. C'est-à-dire pour que le congé parental soit équilibré et que il n'y ait plus de risque de maternité, mais que le risque de paternité et le risque de maternité soit partagé, soit identique et identifié de cette façon-là par l'employeur. Donc ça passe par pour la CFTC par exemple, c'est cette refonte de la politique familiale, c'est inciter à la fois par une politique de développement des crèches, de facilité de congés, mais aussi ça passe aussi par un partenariat avec l'entreprise pour communiquer à la fois sur les dispositifs aidants en ce qui concerne la vie au quotidien des futurs parents. Vous vouliez réagir Tanguy Bizien, également sur ce qui avait été dit précédemment. Dans le baromètre, à chaque édition, on fait un focus. Donc là, on a fait un focus sur la question de l'ambition, qui est en fait une question très compliquée parce que dans la littérature... Selon que l'on soit étudiant ou étudiante. Oui, c'est-à-dire quel est ton rapport à l'ambition. Donc on a posé une question simple, est-ce que tu te considères comme ambitieuse? Et on pense qu'un des marqueurs de l'ambition, c'est vouloir être manager, par exemple, avoir des niveaux en fait au sein de l'organisation. Donc on a croisé ces deux données. Ce qui ressort, c'est que les femmes se déclarent plus ambitieuses que les garçons. Et donc ça c'est quand même un élément très important à prendre en considération. Mais comment on répond à cette ambition ensuite à l'intérieur des entreprises? Et je pense aussi que si les garçons répondent moins ambitieux, c'est qu'en fait tout est déjà prêt pour eux. Donc les questions de confiance en soi sont déjà instaurées depuis l'enfance. Donc à quoi bon se déclarer ambitieux? Donc vous voyez, les résultats sont pas si simples à interpréter. Et la question d'ambition n'est pas facile à manipuler parce qu'en réalité c'est un concept qui est assez ambigu. Est-ce que ça veut dire la réussite, etc. Et chez les femmes, ça peut se retourner contre elles. On va dire elle est carriériste, alors pour un homme, dire carriériste, c'est formidable. Mais donc, il y aura toujours cette espèce de jugement de valeur, où, vous voyez, qui sera là sans l'être. Et c'est ça la grande difficulté, c'est toujours quelque chose qui est là sans l'être, quoi. Et on voit bien, en fait, c'est des tonalités, c'est des manières de dire, etc. Mais effectivement, cette question de l'ambition féminine, elle est difficile. Et je suis d'accord qu'il y a de la sororité est essentielle, mais il faut qu'elle soit articulée à la solidarité des hommes. C'est-à-dire, en fait, il faut aussi que les garçons comprennent les enjeux de stéréotypes. Et nous, dans le baromètre, il y a beaucoup plus de femmes qui répondent que de garçons. Donc évidemment, elles répondent plus parce que c'est elles qui sont victimes de stéréotypes de genre et eux s'en détachent un peu. Et ça, c'est un problème quand même. C'est-à-dire que dans les trucs de sensibilisation, il faut ramener tout le monde dans ce giron-là pour comprendre effectivement que des solidarités sont nécessaires pour opérer des modes de reconnaissance sur les compétences des uns et des autres. Et c'est ça quand même qui est important. Mais avec une sorte d'ambiguïté ou de paradoxe, je ne sais pas, puisque vous avez dit tout à l'heure que les femmes, les jeunes femmes, les étudiantes se projetaient moins en tant que manager. Donc non, plus ambitieuse. Non, elle se projette en tant que manager, mais par contre les attentes en termes d'ambition sont pas les mêmes. Donc c'est là aussi que c'est intéressant. Ça veut dire que l'ambition professionnelle, elle est plus forcément interne à l'entreprise. Je prends un exemple. Les attentes des étudiants, par exemple. Le premier item qui ressort, ça va être, chez les femmes, aider les autres de la planète.
Donc il y a un truc d'altérité, il y a un truc, une considération du changement climatique, de l'environnement au sens large qui est puissante. Chez les garçons, ça va être avoir une rémunération satisfaisante. Donc c'est quand même pas les mêmes préoccupations. Donc ça signifie aussi que la notion d'ambition chez les femmes, elle épouse quelque chose qui est beaucoup plus large et que la question d'ambition n'est pas uniquement à l'intérieur de l'organisation. C'est comment mon organisation interagit et quel impact a mon organisation sur l'environnement direct et indirect. Donc toutes ces questions de CSRD, etc., toutes les questions d'impact qui sont maintenant assez comprises par les organisations, mais c'est quand même vraiment important. Ça veut donc dire que l'ambition professionnelle ne l'est plus complètement. Il y a d'autres types de considérations qui entrent en ligne de compte. Alors, d'ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur, c'était en février dernier, regrettait qu'il n'y ait que 28% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Mais il y a quelque chose qui... Et elle, d'ailleurs, elle a précisé aussi, c'était sa déclaration, c'était dans une interview dans un magazine hebdomadaire, elle précisait même que elle avait dû beaucoup plus travailler que ses collègues masculins quand elle était étudiante. Oui, mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elles doivent s'adapter et qu'elles doivent bûcher, faire toujours plus. Alors, mais je voulais me tourner vers Mireille Heriberi quand même, parce qu'en fait, on parle beaucoup là des femmes qui ne vont pas dans les métiers IT ou dans certains métiers bancaires. En tout cas en nombre moindre que les garçons. Mais curieusement, nous n'avons pas abordé réellement les métiers où on manque de garçons, si j'ose dire. On manque d'hommes. Il y a plus de femmes. Alors Mireille Ribéry, comment vous expliquez cela? Qu'en fait, on arrive à peu près aux 2/3 de notre table ronde et qu'on n'en parle que maintenant. Alors, il y a un problème d'image, certainement, et puis de rémunération. Enfin, je pense que c'est la base, pour moi, elle est là. La rémunération, je pense que c'est la première chose. Et puis des métiers avec peut-être un peu moins d'intérêt et peut-être une évolution un peu moins visible, on va dire, et qui fait que les hommes ne vont pas sur ces métiers-là. Marion Bielecki, étant donné ce qui vient d'être dit, vous m'aviez dit, quand on a préparé ensemble, vous m'avez dit, mais au fond, on retravaille, notamment avec des grandes écoles, on retravaille la façon de présenter les métiers et on retravaille pour leur donner du sens. Ça rejoint ce qui a été dit par les deux intervenants précédents. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, ce que vous disiez par rapport à la perception de l'ambition, le sens qu'on donne à tout ça, on va essayer de communiquer pour pouvoir s'adresser de manière plus claire aux femmes, puisque là pour le coup c'est cette population qu'on cherche à développer sur les métiers IT, pour justement montrer le sens que tous ces métiers ont et quel impact tous ces métiers ont vis-à-vis de la société en général, les activités bancaires et de la société en général, pour justement que, je dirais, l'argument et le critère de sélection viennent un peu plus en faveur de ces métiers IT, parce qu'effectivement on a compris que les femmes étaient plus sensibles au sens et à l'impact général, sociologique de leur futur métier. Il y a d'ailleurs, je crois, des écoles, une école notamment technologique, alors je me souviens plus, je suis plus très sûre du nom, donc je vais pas citer son nom, mais qui a intégré par rapport à ces matières technologiques également des matières plus sociologiques, des sciences. Ça c'est ce qu'on dit effectivement, pardon de vous interrompre, dans le baromètre c'est pareil, c'est une des recommandations, c'est de dire, essayez quand même aussi dans les disciplines que vous enseignez, de voir les biais de genre qui sont internes, parce qu'en fait il y a des manières d'enseigner l'économie, le management, et des manières aussi d'enseigner la science au sens très large. Et plein de scientifiques, en tout cas d'ingénieurs, vont s'estimer en fait complètement en dehors de ces questions-là, en disant bah non, la science n'est pas un endroit de neutralisation. La science, comme tous les autres endroits, est structurée par des relations sociales et donc par des relations de genre, et donc par des stéréotypes. Et c'est ça qui est quand même important. Et donc essayer aussi d'amener cette question, enfin cette sensibilité en tout cas, cette sensibilisation au genre à l'intérieur même des disciplines qui sont enseignées, et donc essayer aussi de former par exemple des enseignants-chercheurs à ces questions-là.
Mais en tout cas, donner, pardon, excusez-moi, mais la technologie au service, Oui. Voilà, de l'économie, des métiers, de l'activité de l'entreprise. Et en fait, cette école a réussi à faire une mixité beaucoup plus équilibrée. Ok. Sans doute, grâce à cette proposition, c'est qui était une sans doute plus, je dirais, plus attractive, perçue en tout cas comme plus attractive Mais c'est vis-à-vis des un femmes. vrai travail, c'est très intéressant. Et ce donc, type de choses, voilà. Parce que c'est un truc de fond, mais qui effectivement Je porte pense. ses fruits, a un impact. Et donc, change. c'est ce sur quoi on va travailler. Voilà, ça fait un des axes sur notre travail. Ouais. Avant de peut-être d'aller au-delà des notions hommes-femmes et d'aller sur des notions de genre, simplement pour rebondir sur ce qui vient d'être dit là aussi, vous travaillez avec l'INRIA. Oui. Et auprès de 10 000, je ne me trompe pas. Non, alors là, c'est un projet qui est en cours. Et donc, on ne travaille pas encore avec eux. Le projet est en phase, mais effectivement, ils ont un projet d'études longitudinales pour étudier, en fait, les parcours de jeunes filles depuis le lycée jusqu'au premier emploi. Donc, en fait, on va essayer de suivre ça. Mais je peux pas en dire beaucoup, parce que je sais pas tout. Donc, on attend de voir, en fait, ils sont en train de construire, là, le projet, mais c'est un très très beau projet et je pense que c'est ce type d'études qu'il faut faire aussi pour avoir des données, pour comprendre en fait des trajectoires, des parcours, parce que nous on pilote aussi un autre gros dispositif qui s'appelle STOP, qui est Stop au sexisme ordinaire en entreprise. Et ce qui est intéressant dans Stop, par exemple, c'est que sur les métiers du numérique, on va pouvoir recruter, mais on s'aperçoit qu'il y a 40% de femmes qui vont partir au bout d'un moment. Donc ça veut dire aussi que vous avez un problème ensuite d'ambiance ou d'évolution, etc., qui est assez puissant. Donc c'est pas uniquement le recrutement ou attirer les talents, c'est ensuite effectivement comment je les conserve et comment la rétention, justement, voilà, sur favoriser ces la métiers. rétention des talents et qui n'est pas simple. Donc c'est pour ça que ces articulations et l'école dont vous parlez, et là vers où vous allez, ça me semble vraiment être un bon endroit parce que ça permet de stabiliser quand même et de rassurer aussi un certain nombre de personnes pour pouvoir évoluer dans ces métiers-là. De toute façon, il faut travailler sur l'ensemble du cycle de vie d'un collaborateur, d'une collaboratrice. Hein. C'est pas seulement les sourcer, c'est aussi les retenir, les rémunérer de manière équitable, tenir compte du marché. Parce que ça, c'est quelque chose que nous, on a fait sur le dernier exercice, vraiment en travaillant sur l'équité aussi vis-à-vis du marché pour que voilà, la rémunération soit... C'est vraiment un truc de culture d'entreprise et vous avez raison. Je pense qu'effectivement, enfin vous parliez tout à l'heure, je pense qu'il faut que le top management et les leaders soient alignés là-dessus et impulsent cette question-là, sinon ça ne marche pas et que ça aille très 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 bas. Effectivement, qu'il y ait des effets de sororité jusqu'au plus bas des salaires, etc. pour avoir quand même une harmonie qui fonctionne. Sinon, je pense que c'est compliqué parce que vous allez avoir des coupures. Bon, voilà. Et on voit, et on va venir après sur les notions de genre, parce que je sais que du côté, là aussi, de Société Générale, vous avez engagé un certain nombre de dispositifs qui me semblent très intéressants à exposer, en tout cas. Mais un point quand même, puisqu'on parle de rétention, on parle de parcours, on parle d'évolution professionnelle. Nous avons un rapport de branche tous les ans sur l'évolution de ces choses-là, notamment sur la formation, et on voit et sur la promotion. Et on voit que, pour le coup, les femmes progressent plus. Alors peut-être, vous me dire, elles partent un petit peu plus bas parfois, mais elles progressent plus que les hommes, en réalité, dans nos métiers. On a parlé beaucoup des hommes et des femmes, sous cet angle-là de catégorisation, j'ai envie de dire, et puis il y a d'autres catégorisations. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, notamment tous les dispositifs LGBT+, que vous avez pu mettre en place, et puis on posera la question à chacun. Oui, effectivement, quand j'ai vu le titre de la table ronde, je me suis évidemment posé la question de l'identité de genre, qui aussi est un sujet qu'on se doit d'adresser en tant que secteur bancaire et que Société Générale adresse. On a signé les principes directeurs de l'ONU en 2018 et concrètement pour Société Générale, la discrimination envers les personnes LGBT+ n'a pas sa place au sein effectivement de Société Générale, mais on est aussi très attentif vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs et vis-à-vis de nos distributeurs. Donc il y a effectivement tout un panel de communication qui est fait sur le sujet. On est aussi accompagné par l'autre cercle, dont on a effectivement signé la charte, qui nous accompagne pour les bonnes pratiques.
Ces bonnes pratiques, c'est qu'on a aussi mis en place un baromètre pour que de manière anonyme, les collaborateurs puissent nous dire ce qu'on fait de bien et sur quoi on doit effectivement s'améliorer. On joue à l'expression. Hein, exactement, et j'allais justement parler de ça, Monsieur Peraldi, à savoir le fameux droit d'alerte, justement, où concrètement on est très engagé à soutenir tous les collaborateurs LGBT+, qui se sont tirés victimes, de discrimination, ou si ce n'est même de propos ou de situations qui pourraient ne pas être OK et créer effectivement des malaises. Ça n'a pas la place au sein de Société Générale. On travaille aussi avec TETU. Donc TETU Connect pour la Ligue nationale de rugby contre l'homophobie. On a mis en place aussi TETU Campus, dans le sens où pour justement démontrer aux personnes LGBT+, que le secteur bancaire et Société Générale, les accueille et on peut tout à fait faire une carrière brillante au sein de Société Générale. Il n'y a pas de sujet, quelle que soit l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et aussi, on participe de manière active avec l'autre sexe sur la nomination de l'événement rôle modèle. Et on a eu donc un membre de notre comité de direction qui a été élu l'année dernière rôle modèle LGBT+, qui était une grande fierté pour nous. Et on a eu quand même 3 membres de la direction du groupe Société Générale qui ont aussi pris la parole dans le magazine TETU pour bien faire comprendre que l'identité de genre et l'orientation sexuelle n'est pas un sujet. Et on accompagne aussi les collaborateurs, les managers et j'ai envie de vous dire aussi les commerciaux, parce qu'on a mis en place un guide conversationnel qui est qui prend essence de situations concrètes pour leur permettre de savoir comment agir, comment réagir face à des situations qui ne sembleraient pas OK. Oui, c'est ça. Vous collectez aussi des témoignages et vous avez alors c'est pas des ambassadeurs, mais si, tout à fait. Ah, c'est ça. C'est exactement ça. On a un énorme réseau Pride Analyze international qui est sponsorisé par un membre de la direction générale du groupe et c'est une énergie extrêmement inclusive qui a pour objectif de diffuser dans tout le groupe au niveau international les bonnes pratiques en termes de communication, de sensibilisation et de savoir-faire. Oui, et donc vous acquiescez sur un certain nombre de dispositifs. Absolument, oui. BNP Paribas, on est aussi très investi sur ces sujets. La direction générale, c'est tout à fait positionné. On a signé également la charte de l'autre cercle. Et nous, au niveau de nos équipes IT, on donne aussi beaucoup de visibilité sur, notamment avec l'aide du réseau Pride, qui est très présent chez BNP Paribas, et notamment aussi au niveau des ambassadeurs et en interne. Donc oui, nous, on est complètement à l'aise avec ces sujets. Et la DRH, a fait clairement son introduction sur alors, venez comme vous êtes. Sur ce point, Fabrice Sandré ou Mireille Ribéry d'ailleurs, au fond, là aussi les OS ont un rôle à jouer et j'imagine le jouent. Enfin, je sais que vous le jouez, mais peut-être pouvez-vous nous en dire un peu plus, l'un ou l'autre? Moi, je vais prendre ma casquette européenne en tant que vice-présidente du syndicat européen Uni Europa. Donc, je suis vice-présidente de Uni Europa Finance et aussi de Uni Europa Femmes. Et donc, nous avons fait un travail l'année passée sur notamment nous avons élaboré des lignes directrices sur la violence, qu'elle soit intrafamiliale ou au travail. Et donc, je me ferai un plaisir de vous les faire suivre à toutes les deux. Et là, nous allons entamer un travail aujourd'hui sur la santé mentale. Donc, en lien avec la Commission européenne et les organisations patronales aussi, bien évidemment. Donc, voilà. Oui, de façon générale, de toute façon, en tant qu'OS, ça fait partie de notre devoir de lutter contre toutes les discriminations. Et en fait, on est partout où il peut y avoir des écarts de comportement en ce qui concerne tout type de discrimination à la CFTC. Oui, bien sûr. Bien sûr. À mon avis, une des choses très importantes, c'est d'avoir des décideuses. Plus on aura de décideuses à la tête des entreprises, plus ça permettra aussi de travailler sur ces sujets, sur ces biais, et de changer vraiment la position des entreprises sur ces sujets-là.
Alors nous, on fait un gros travail, on a bien conscience de ça et c'est important. Donc c'est vrai que sur les métiers IT, bon, effectivement, on a une représentativité un peu moins importante, mais on travaille justement notre vivier de talent, notre vivier de position senior manager pour pouvoir justement avoir une représentativité de femmes voilà, la plus favorable possible à terme sur ces métiers de décideurs. Et aujourd'hui, voilà, on est à peu près à un tiers. Et c'est très important pour les négociations. Dans les négociations d'accord, c'est comme ça qu'on va arriver aussi à faire bouger les lignes. Absolument. Effectivement, en Société Générale, on était attentifs à avoir un COMEX à parité où on est à 54% effectivement de femmes. Et aussi, comme vous, BNP Paribas, on est très attentifs à ce que nous, nos top 250 soient de plus en plus féminisés. On s'était mis pour objectif d'avoir 30% effectivement de femmes aux environs 2023, on les a dépassés. Donc là, notre objectif pour les prochaines années, c'est d'arriver à 35-36%. Oui, il y a d'ailleurs des règles qui s'appliquent et avec des échéances qui arrivent. Et effectivement, on le voit bien. Hein. Les banques, pour le coup, on peut, je crois, partager cette fierté, je pense, collective, c'est que sur ces critères-là, les banques en France sont plutôt bien placées, on va dire, et pour pouvoir être vraiment à l'échéance au-dessus du minima et largement au-dessus. On arrive à la fin de notre table ronde. Une question quand même pour Tanguy Bizien. Alors, ça c'était le 3e baromètre. Oui. Le 4e, c'est quand ? Et est-ce que ce baromètre, en fait, évolue avec le temps ? Alors, je sais qu'un baromètre, normalement, ça évolue, on doit poser les mêmes questions d'une année sur l'autre. Mais il n'empêche qu'on voit bien que nous sommes là dans une matière, au fond, qui est assez évolutive, qui fait apparaître un certain nombre d'enjeux au fil du temps. Et donc, j'aimerais bien savoir quel est votre point de vue. Là, on va recommencer à travailler avec Pascal Borel sur le questionnaire. Et donc, Pascal Borel, qui est de l'ESC Clermont, qui est ma co-autrice et avec la chercheuse avec qui je travaille. Donc, le prochain baromètre, la 4e édition, sortira en 2025. Et le problème du baromètre, là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on observe une sorte de stabilité qui ne bouge pas, donc qui nous inquiète parce qu'effectivement, tous ces éléments de sensibilisation ne prennent pas. Donc, il faut qu'on trouve d'autres modalités. Mais moi, je pense que l'une des modalités, c'est sans doute d'évaluer aussi ces sensibilisations. Là, j'ai fait une recherche sur l'impact des politiques diversité et inclusion au sein des organisations. C'est-à-dire, comment je peux évaluer mon impact. J'ai travaillé avec 2 chercheurs, Vincent Arnaud-Chape et Malik Amila. Et en fait, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on arrive à problématiser les choses. C'est difficile en réalité parce que si on dit mixité, stéréotype, c'est des grandes catégories. Mais il faut descendre dedans pour se dire c'est quoi le problème sous la mixité ou non-mixité. C'est-à-dire en fait, est-ce que c'est un problème d'ambiance sexiste? Est-ce que c'est un problème d'évolution salariale? Quel est le problème posé? Et en fonction du problème posé, je vais pouvoir mettre en place des dispositifs et des hypothèses de travail en disant je pense que c'est ça, des indicateurs, etc. Donc ce qu'on dit, c'est que en fait, il faut réussir à problématiser à l'interne. Et c'est important aussi cette question-là parce que les stéréotypes de genre, ils n'existent pas comme ça. Je pense qu'en fait, ils s'actualisent dans des rapports qui sont par exemple les stéréotypes de genre propres à la relation bancaire. Donc il y a des stéréotypes de genre intra-métier. Et donc, ils sont pas évidents en réalité à avoir. Et donc, peut-être que dans les sensibilisations, il faut peut-être détailler, aller un peu plus bas. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il faut commencer peut-être à évaluer l'impact qu'ont ces sensibilisations pour se dire là on identifie un truc, pourquoi ça marche pas, etc. Parce que nous, effectivement, le baromètre, on s'aperçoit qu'il y a une stabilité des stéréotypes qui est quand même vraiment problématique avec toujours les mêmes choses et cette espèce de distribution genrée qui fait que les hommes sont de toute façon mieux placés. Donc voilà. Alors, j'ai envie de dire, le rendez-vous est pris. C'est que vous allez nous en reparler l'année prochaine, hein, c'est ça. Mais que je relirai avec l'impact, pour le coup. Je pense que c'est ça qui va être une des évolutions. Ouais. Voilà, parce que d'abord, il nous reste donc à remercier donc les personnes qui ont suivi ce débat, remercier bien sûr les intervenantes et les intervenants sur cette table ronde. Je retiendrai que la banque préempte le sujet, on le voit aujourd'hui avec ce débat, préempte de façon plus large, le secteur préempte le sujet depuis un certain temps. J'ai démarré la table ronde en rappelant quand même que nous étions les premiers à avoir signé un accord de branche et ça c'est vraiment paritaire et donc on voit bien l'enjeu qui est largement partagé par les acteurs du dialogue social et on voit bien que beaucoup de choses ont été faites.
Il y a eu beaucoup de choses de dites et je vous en remercie. On voit qu'évidemment, c'est un sujet qui n'est pas clos, bien sûr, et il reste certainement beaucoup à faire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une 8e rencontre prochainement. Merci, au revoir.